À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov, on va commencer ce journal comme nous le faisons en ce moment même chaque jour par un point sécuritaire. Oui, effectivement, Ilana, avec deux alertes au cours de la dernière heure dans le centre du pays, à Tel Aviv, dans le Sharon et à Jérusalem également. Un missile iranien a été intercepté vers 7h, heure locale, heure israélienne ce matin. Et puis un quart d'heure plus tard, seconde alerte dans le centre. Là, il s'agit d'un missile à fragmentation qui a frappé en particulier la région du Sharon. Il y a eu plusieurs blessés touchés par une sous-munition en partie dans le village de Kfar Kassem. On parle également d'importants dégâts. Et puis on a enregistré durant la nuit de nombreux tirs du Hezbollah en direction du nord d'Israël. Tsahal, pour sa part, a terminé tôt ce matin une série de raids aériens contre le régime iranien, à Ispahan en particulier, ainsi que dans d'autres régions de l'Iran. Et puis, ceci étant, au sud Liban, 7 soldats israéliens ont été blessés hier lors d'affrontements avec des terroristes du Hezbollah. Oui, 2 de ces soldats ont été grièvement blessés, les 5 autres plus légèrement atteints. Il faut souligner que Tsahal continue à acheminer de très importantes forces terrestres au sud Liban. Il y a actuellement 5 divisions de l'armée israélienne au sud Liban avec une mission: frapper les terroristes du Hezbollah qui sont restés sur place et progresser jusqu'au fleuve Litani afin de former une zone de sécurité qui protège la population des localités du nord d'Israël. Et puis c'est toujours l'incertitude concernant des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Oui, pour l'instant impossible de dire si les pourparlers qui avaient été envisagés à Islamabad au Pakistan pour demain se tiendront véritablement. On sait qu'hier, les Iraniens ont repoussé les exigences américaines en vue d'un cessez-le-feu. Et côté américain, on affirme que des milliers de marines sont en route vers le golfe Persique avec pour mission soit de se déployer en territoire iranien, soit de conquérir l'île de Kharb. Et puis le président Donald Trump a déclaré, lui, qu'un Iran nucléaire serait une tumeur cancéreuse. Oui, il a affirmé que cette menace a été neutralisée. Selon lui, le président a également déclaré que les dirigeants iraniens voulaient vraiment un accord, mais qu'ils ont peur de le dire. Ils ont peur de se faire tuer, a-t-il dit. Ils ont peur que nous les éliminions. Je n'ai jamais vu de chef d'État iranien ne pas vouloir leur fonction comme les dirigeants iraniens, a encore dit le président lors d'un meeting du Parti républicain. Ceci étant, le Wall Street Journal, oui, effectivement, révèle que le président Trump aurait dit à ses proches conseillers qu'il voulait éviter une guerre prolongée en Iran. Je veux que la guerre se termine dans les prochaines semaines, comme nous l'avions envisagé au départ, entre 4 et 6 semaines. Hier, le porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que les États-Unis étaient plus près que jamais d'atteindre leurs objectifs de guerre. Et même le commandant en chef des forces américaines au Moyen-Orient, la CENTCOM, est optimiste. Oui, effectivement, l'amiral Brad Cooper a déclaré que dans son opération contre l'Iran, l'armée américaine devançait ses objectifs. Nous avons frappé depuis le début de la guerre plus de 10 000 cibles iraniennes. L'Iran a perdu sa menace maritime et le rythme de ses tirs de missiles et drones a baissé de 90%. Avec nos alliés israéliens, nous avons frappé des milliers d'autres cibles. Nous sommes plus forts ensemble, a dit Cooper, et nous n'avons pas encore terminé. Et puis côté israélien, on suit bien sûr les derniers développements et de très près. Et on se demande si le président américain ne risque pas de proclamer unilatéralement un cessez-le-feu, y compris sans avoir obtenu l'accord des Iraniens. C'est pourquoi Benjamin Netanyahu a donné des directives à l'armée afin qu'elle intensifie ses frappes contre des cibles iraniennes de choix qui affaibliraient le pouvoir des mollahs et leur infrastructure militaire. Le chef d'état-major de Tsahal a publié un message destiné à l'ensemble des forces de l'armée à l'occasion de la fête de Pessah. Dans ce message, le général Eyal Zamir rappelle la signification de la fête de Pessah qui marque la sortie d'Égypte et la libération de notre peuple de l'esclavage. Et le général Zamir a repris la formule biblique selon laquelle à chaque génération, nous devons nous considérer comme si nous étions sortis d'Égypte. Il a déclaré: grâce à vous, soldats de Tsahal, notre peuple célébrera cette année encore la fête de Pessah dans un état indépendant et en toute sécurité. Mais cette année, cela prend une dimension particulière car nous continuerons à combattre pour préserver notre liberté et pour détruire une menace existentielle pour notre pays. Et puis la rapporteuse de l'ONU, Francesca Albanese, rapidement, a une fois de plus tenu des propos anti-israéliens, cette fois à Genève. Oui, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est tenu à Genève, Albanese a présenté un rapport accusant Israël d'avoir commis des abus sur des Palestiniens. Elle a affirmé que les Israéliens avaient fait subir à des Palestiniens de mauvais traitements et même les avaient torturés en marge de la guerre contre l'Iran.
Et puis enfin, des sirènes d'alerte retentissaient à Tel Aviv hier matin. Un groupe d'une 40aine d'Olim sont arrivés à l'aéroport Ben Gurion. Oui, il s'agit d'Olim des États-Unis et du Canada qui ont décidé de faire leur allié en cette période de guerre et qui cette année célébreront le Seder de Pessah en Israël, selon les données de Nefesh Benefesh qui s'occupe de l'allié et de l'intégration des Olim anglo-saxons. En particulier, la guerre n'a pas freiné le courant d'Alia. Au contraire, elle l'a amplifié. Depuis le début des combats, 130 Olim d'Amérique du Nord sont arrivés en Israël, auxquels il faut rajouter 50 Olim de France. Merci beaucoup Daniel, rendez-vous tout à l'heure à 7h30. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien avec des risques d'inondation, en particulier dans le désert de Judée. D'ailleurs, attention, la route 90 vers Eilat est bloquée dans les deux sens à hauteur d'En-Gedi à la suite d'inondations. Les températures sont en baisse. Il neigera ce soir sur le mont Hermon. Les températures 11 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv. Et sur le littoral, 15 à Beersheba et 20 à Eilat. Tout cela sans oublier que ce soir, chers auditeurs, prenez soin de passer à l'heure d'été. Nous allons dormir 1 heure de moins, mais ensuite nos journées seront plus longues. Et puis l'heure d'été sera en vigueur en Israël jusqu'au 25 octobre prochain. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine mensuel d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui une question que tout le monde se pose en cette 4e semaine de guerre contre l'Iran, et alors que le président Trump a demandé instamment à Téhéran de rouvrir le détroit d'Ormuz à la pleine circulation de tous les bateaux pétroliers, qu'est-ce qui pourrait donc dans cette conjoncture, faire chuter le régime islamique irrédentiste installé à Téhéran depuis près de 5 décennies. Pour en parler avec nous dans le studio, le docteur Ephraim Herrera. Bonjour et shalom Ephraim. Vous êtes spécialiste de l'islam, vous êtes entre autres auteur de l'ouvrage du djihad de la théorie aux actes et vous intervenez régulièrement sur plusieurs sites d'information israéliens, des sites internet et des sites de télévision comme la chaîne de la Knesset et d'autres canaux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors qu'Israël et les USA se sont attelés, si vous voulez, à des attaques continues depuis plus de 3 semaines, quel bilan, justement, provisoire vous pouvez tirer de cette guerre historique à plus d'un titre, puisque d'aucuns l'ont comparé en volume et en quantité destructrice aux moyens qui avaient été ceux des puissances alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Où est-ce qu'on en est, en fait, après 3 semaines ? Je pense qu'il y a la question même est intrigante, parce que la réussite au niveau du service de renseignement et de l'application par les armées de l'air américaines et israéliennes contre tellement de bases du régime des ayatollahs et de leurs moyens de guerre qui a été réalisé en 3 semaines est absolument incroyable. La plupart des dirigeants politiques et militaires ont été liquidés. Les bases aériennes, liquidées. L'aviation, liquidée. Les bateaux de guerre importants jusqu'aux frégates, liquidés. Les grandes bases des gardiens de la République, liquidées. Les grandes bases des Bassiges, liquidées. Les batteries antiaériennes, dans leur grande majorité, liquidées. Donc c'est un phénomène. Les industries de fabrication de missiles. Les industries de développement et de recherche, en grande partie liquidées. De fabrication de drones, aujourd'hui même, liquidées. Donc on continue. Et de manière continue, et ce malgré cet appel de Trump et envisager des négociations, on voit que les bombardements continuent de manière régulière et sans aucune intention, on dirait, de s'arrêter. Ça, c'est une base nécessaire à la chute du régime. Et c'est une base nécessaire pour atteindre les objectifs de guerre qui ont été définis de manière déclarée par les États-Unis et Israël, qui sont, premièrement, mettre hors service la menace des missiles, mettre hors service la menace nucléaire et mettre hors service les infrastructures qui permettraient de redévelopper à court terme du nucléaire
ou des missiles ou des drones qui pourraient atteindre, on l'a vu récemment avec des missiles qui ont une portée de 4000 km, donc ça, 4000 km, c'est pas contre Israël, ça peut être contre cette île ou bien contre l'Europe. Donc ce danger, on essaye de l'évincer, et ça c'est le but premier. Les États-Unis n'ont pas posé comme but la chute du régime. Et Israël le souhaite, mais ne l'a pas posé non plus comme but. Oui, mais alors, comme notre propos, c'était de savoir comment et qu'est-ce que pourraient faire les États-Unis et Israël pour accélérer la chute du régime, on sait de tradition justement stratégique que, en général, dans des guerres de ce genre, on ne peut pas renverser un pays uniquement par des bombardements aériens. Alors la question que je vous poserai, c'est que comme ce régime est honni de au moins 80% par au moins 80% des Iraniens, qu'est-ce que pourrait faire de plus, à part continuer à éradiquer la pieuvre, ce qu'on a appelé la tête de la pieuvre terroriste régionale? Qu'est-ce que Israël et les États-Unis pourraient faire de plus pour accélérer ou catalyser une chute plus rapide du régime? Un des rares dirigeants qui reste encore en vie aujourd'hui, c'est Jafari. C'est celui qui a mis en place, à la fin des années 80, au début des années 90, les infrastructures qui permettent au régime de résister, même en cas d'attaque. Et la conception, elle est faite à 2 étages, avec les gardiens de la République, de la Révolution, qui sont entre 100 et 200 000. Ils ne sont pas beaucoup. Mais c'est eux, le régime mafieux, qui dirige ce pays et exploite toute la population. Pas uniquement les minorités azérites, kurdes, baloutchis, arabes, loris, etc. Non, ils exploitent aussi les persans de manière éhontée. Ils s'enrichissent de manière incroyable et ils tiennent la quasi-totalité de l'économie et des revenus de l'Iran. Et vous avez les Bassiges. Les Bassiges, c'est comme des jeunesses hitlériennes. Ils sont en service régulier. On estime à 500 000, un peu plus, un peu moins. Et ils peuvent arriver à des millions avec les réservistes, et leur mission est de maintenir l'ordre public, c'est-à-dire de défendre le régime. Et on le voit, ils font des barrages, etc. D'autre part, cette insatisfaction de la population, qui n'est pas uniquement une haine gratuite, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas de travail, ils sont exploités de manière éhontée. Donc, c'est une haine. Et en janvier, on estime à environ de 30 000 dissidents ont été tués à bout portant. Et vous avez aussi apparemment des dizaines de milliers de dissidents qui ont été arrêtés. Donc, c'est une haine qui est aussi... On a tué mes proches. Sur la base de cette haine, on peut envisager une révolution de l'intérieur. C'est la seule possibilité. C'est la révolution de l'intérieur. Elle peut se faire, à mon avis, avec 2 grands axes. Soit un axe ethnique, avec les Kurdes qui savent se battre et qui sont à l'ouest de l'Iran. Vous avez les Baloutchis au sud-est, et avec moins de probabilité les Azéris au nord, mais surtout les Kurdes et les Baloutchis, et qui pourraient prendre une partie de l'Iran. On oublie souvent de rappeler Téhéran. Téhéran, c'est une métropole énorme de 16 millions d'habitants. 16 millions sur 90 millions à peu près d'habitants dans tout l'Iran. Cette population déteste et les gardiens de la Révolution et les Bassiges. Et donc, il suffirait d'envisager des guérillas. On n'a pas besoin de beaucoup d'hommes de guérilla. Imaginez, il y a un barrage de Bassiges. On a donné des armes précises avec des bonnes visées possibles. On peut tirer à 150 mètres et on a tué un Bassige. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va fuir le barrage, c'est déjà le début de la chute, soit il va essayer de poursuivre ceux qui ont tiré de loin, et à ce moment-là, ils peuvent être mis à mort en rentrant dans les ruelles de Téhéran. Et à ce moment-là, c'est le début de la chute du régime. Et vous avez aussi encore une autre inconnue, dont on parle peu, c'est l'armée. N'oubliez pas qu'il y a 2 armées en Iran. Oui. Il y a les gardiens de la Révolution qui ont le monopole de l'aviation, le monopole du nucléaire, le monopole des missiles. C'est cela. L'armée, c'est une armée régulière qui est faible, qui ne peut pas arrêter une invasion au sol, qui peut être envisagée par exemple sur l'île de Faraj ou d'autres, de Karaj ou d'autres, mais elle peut prendre ses fusils et se retourner contre les Bassiges ou contre les gardiens de la Révolution.
Ce qu'on a vu cette dernière semaine, c'est un changement profond dont on a peu parlé. On estime aujourd'hui à plus de 4000 le nombre de gardiens de la Révolution qui ont été liquidés. Et on estime qu'il y a un nombre plus important encore qui ont été blessés. Et on attaque les Bassiges. Donc on met en place une possibilité pour la population de se soulever. Sans liquider un nombre suffisant de gardiens de la Révolution et de Bassiges, cette révolution est impossible. Et il se peut que, d'une manière non précisée jusqu'à maintenant, les États-Unis et Israël prévoient la phase insurrectionnelle avec des points d'appui et des moyens d'appui aux insurgés. Absolument, mais d'ailleurs c'est déjà le cas. Avec Parce les drones. Pour pouvoir tirer sur un barrage en temps réel, ça veut dire qu'il y a des forces qui sont à Téhéran ou pas loin, qui travaillent et qui renseignent et qui arrivent à faire qu'on puisse tirer sur ces barrages. Alors, je dirais, compte tenu de cette force, cette cuirasse qui a été construite par les tenants de la révolution islamique en Iran depuis 5 décennies et qui ont eu le temps et les moyens de préparer une véritable cuirasse, armure de défense du pays. De défense du régime. Du régime. Si ce régime chutait, d'une manière ou d'une autre, et comme on dit en hébreu, Yamim Yagidou, on verra bien, qui vivra verra. Si ce régime islamique devait chuter, avec tout son rôle de pieuvre terroriste au niveau de la région, et pas seulement de la région, sur plusieurs autres continents, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, quelles seraient, en tout cas pour nous, au plan régional, selon vous, les conséquences, notamment sur les 2 autres foyers qui attirent notre attention en ce moment, le Hezbollah libanais et le Hamas et aussi le djihad islamique de Gaza. Quelles seraient les conséquences de la chute? La première conséquence, ce serait d'avoir éradiqué le danger vital qui menace Israël. Il ne faut pas oublier que depuis le début du régime de Khomeini, Israël est considéré comme un cancer à éradiquer et à effacer de la carte. Donc vous avez un pays qui vise à nous supprimer, à nous détruire, à nous tuer. Qui le dit et qui se donne les moyens pour le faire. Qui se donne les moyens pour le faire et qui a derrière cette conception et ce but une vue religieuse profondément ancrée. Dans son livre Hukuma Islami, Khomeini dit l'ennemi principal de l'islam, ce sont les Juifs. Il parle du grand Satan, les États-Unis, et du petit Satan, Israël, mais c'est le petit Satan qui pousse le grand Satan à attaquer l'islam. Ça, c'est la conception iranaise qui voit dans une visée eschatologique l'accélération, la venue du Mahdi, de leur 12e imam, en faisant le travail qu'il est censé faire quand il va venir, à savoir, parmi les travaux qu'il a à faire, c'est supprimer tous les Juifs. Donc ce danger-là, qui est un danger vital, si on arrive à l'éradiquer, ce sera la conséquence fondamentale. Deuxièmement, le Hezbollah. Le Hezbollah est financé entraîné par l'Iran. Le Liban n'a pas les ressources pour financer de tels armements qui leur permettent de tirer maintenant, depuis plusieurs semaines, tous les jours contre Israël et qui nous obligent à mettre plusieurs divisions blindées au travail pour pouvoir se battre contre le Hezbollah. Donc si Téhéran chutait... Par contre, pour le Hamas, il a 2 sources de financement. Il a l'Iran et il a le Qatar. Et on voit la position ambiguë du Qatar jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas renvoyé l'ambassadeur iranien au Qatar, bien que les Iraniens aient tiré sur les pays du Golfe bien plus que sur Israël. Oui. Donc c'est impressionnant. Donc quand même, malgré tout, le Hamas sans l'Iran se trouverait très affaibli, encore plus affaibli que ce qu'il est maintenant. Et le djihad islamique, lui, alors vraiment, est soutenu et financé, il le reconnaît lui-même, par l'Iran. Donc lui, il serait encore plus touché. Alors, est-ce que, puisqu'on s'approche du temps, la fin du temps qui nous est imparti, dans le cas d'une chute souhaitée de ce régime, est-ce que vous pensez que ce verrou, une fois levé, le Moyen-Orient pourrait connaître une nouvelle ère de détente, de paix et de coopération entre la plupart des pays de la région? Est-ce que cette vision idyllique, elle est un petit peu exagérée peut-être, ou est-ce qu'elle est fondée? On est très très loin de pouvoir imaginer comment ça peut se développer. Rien que pour l'Iran, vous avez 3 grands modèles
le modèle souhaité par le peuple, apparemment, par les peu de recherches qui ont pu être faites, c'est une démocratie. Ils l'ont vécu à peu près à l'époque du Shah. Tous les indicateurs montraient qu'on s'orientait vers un régime plus démocratique, dont les gens étaient plus heureux, plus libres, plus riches. Donc ça, c'est le souhait de la population. La population se contenterait d'un régime, d'une monarchie constitutionnelle avec Pahlavi qui reviendrait d'exil et puis qui serait comme un roi d'Espagne ou roi d'Angleterre. Sans doute, en transition. Et avec une quasi-démocratie. Il y a un risque de cantonisation de l'Iran. Les Kurdes aimeraient bien peut-être avoir leur grand Kurdistan dont ils rêvent. Et les Turkmènes pourraient se relier au Turkménistan, etc. Ça ferait éclater ça pourrait faire éclater l'Iran. Et c'est pas clair. Et de la même manière, les pays du Golfe, on voit aujourd'hui 3 grandes tendances. La tendance des Émirats arabes unis, qui disent et qui protestent aujourd'hui contre la Ligue arabe et contre la Ligue islamique en disant « Pourquoi vous n'intervenez pas ? Pourquoi vous ne condamnez pas l'Iran ?» Et vous avez l'Arabie saoudite, qui a été antisémite très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on ne figure pas sur leur carte, et qui a été le grand pourvoyeur du djihad partout dans le monde jusqu'à une dizaine ou une vingtaine d'années, et qui a une position aussi ambiguë aujourd'hui. Et vous avez le Qatar, qui continue à être profondément antisémite et à héberger chez lui des dirigeants politiques du Hamas. Donc c'est pas clair vers quoi ça va tendre. La chose la plus importante, et je pense que c'est la direction que prend aujourd'hui le gouvernement israélien, c'est de dire on s'occupe du problème principal. Et ça, c'est une révolution. Le problème principal, c'est l'Iran qui vise à nous supprimer. Donc c'est le plus grand danger, surtout qu'ils ont encore, ça c'est un des buts qui n'a pas encore été atteint, c'est les 400 et quelques kilos d'uranium enrichi qu'il faut essayer soit de récupérer, soit de faire en sorte qu'il soit irrécupérable même par l'Iran. Eh bien, on aurait beaucoup à dire encore. Merci beaucoup, Ephraim Herrera, d'être venu au Studio Kalita. Et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt pour notre prochain magazine mensuel. Merci. À Jérusalem, nous retrouvons en direct notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, avant de passer à la revue de la presse et à ce qu'on peut lire sur les sites d'infos et dans différents médias en Israël, peut-être un point d'abord de la situation sécuritaire. Les sirènes d'alerte viennent de retentir à Jérusalem. Hein. Oui, effectivement, pour la 3e fois depuis ce matin, en tout cas depuis les 90 dernières minutes, 3e sirène d'alerte à Jérusalem, également entendue dans le centre du pays et dans le Sharon. La première n'avait pas fait de blessés ni de dégâts. La seconde, vers 7h15 ce matin, heure israélienne, a provoqué des dégâts et plusieurs blessés dans le village, dans la localité de Kfar Kassem, dans le Sharon. Il y a plusieurs blessés et des dégâts importants à la suite d'un missile à fragmentation les sous-missiles se sont abattus dans certains points du Sharon. Et puis également donc une nouvelle alerte dans le centre du pays à Jérusalem. Pour l'instant, on n'a pas d'informations précises sur des blessés ou sur des dégâts. On sait que le missile qui a été tiré donc il y a quelques instants vers 8h24 très exactement heure israélienne a été intercepté par les systèmes de défense israéliens. Alors on va faire évidemment un survol de la presse israélienne comme chaque jour. Une crainte, Daniel, exprimée en Israël. Oui, celle de voir très rapidement Donald Trump annoncer un cessez-le-feu unilatéral dans les tout prochains jours, même sans accord avec les Iraniens. À Téhéran, on dément toute négociation avec les Américains et on avance des conditions inacceptables à la conclusion d'un accord. La Maison-Blanche a déclaré hier « Nous sommes tout près de concrétiser les objectifs de la guerre ». Mais en page intérieure, de hauts responsables sécuritaires israéliens affirment qu'il n'y a que très peu de chances pour que le président Trump mette fin à la guerre sans tenir compte des intérêts israéliens. Et la manchette du Yediot Aharonot, elle se rapporte à un ordre donné hier par le Premier ministre à l'armée israélienne. Oui, un objectif très clair, destruction rapide de l'industrie militaire iranienne. Titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot. Et pour illustrer ce titre, le Yediot nous montre une photo d'un bâtiment iranien qui a été totalement détruit au cœur de Téhéran par l'armée de l'air israélienne. Le journal explique en sous-titre qu'à Jérusalem, on craint que le président Trump annonce donc rapidement la fin des hostilités. Donc Benyamin Netanyahou a donné à Tsahal l'ordre de détruire un maximum d'infrastructures militaire iranienne afin de créer une politique du fait accompli.
Et puis ce matin, le Maariv publie en page d'ouverture une estimation qui va à l'encontre d'un possible arrêt des combats. Oui, selon des sources américaines, le Pentagone se préparerait à une opération militaire terrestre des États-Unis en Iran, peut-être pour prendre le contrôle de certaines zones stratégiques. Des briefings top secrets se seraient tenus ces derniers jours au Pentagone. L'autre option serait de déployer des forces au cœur de la République islamique iranienne. Des milliers de Marines américains sont attendus très prochainement au Moyen-Orient, en particulier dans le Golfe Persique. Amnon Lord, dans le Israel.com, estime qu'un bon accord entre les États-Unis et l'Iran peut conduire en tout cas à la fin du régime extrémiste des Mollahs. Oui, dans son analyse, Amnon Lord avance une définition intéressante de Donald Trump. Pour Lord, qui a entendu ailleurs cette définition, d'ailleurs, le président américain est comparable à un tuyau d'arrosage dont le robinet a été ouvert à fond et qui s'emballe avant que plusieurs personnes ne parviennent à le maîtriser. Pour Lord, il semble que Trump se soit emballé ces derniers jours en voulant négocier avec les Iraniens. Il faut maintenant trouver quelqu'un qui le contrôle et qui lui évite de causer des dégâts. Quant à Charles Kleinman, il se penche sur l'attitude des Saoudiens dans le conflit. Oui, effectivement, il souligne que depuis quelques jours, Mohammed ibn Salman tente de faire pression sur Donald Trump afin qu'il aille jusqu'au bout et qu'il modifie la réalité moyen-orientale en détruisant le régime des Mollahs. Selon le New York Times, Mohammed ibn Salman aurait recommandé à Donald Trump d'envoyer des troupes américaines afin de prendre le contrôle des infrastructures pétrolières iraniennes. Selon lui, ce serait la démarche capable de provoquer la chute du régime. Et la question qui demeure est: est-ce que les Saoudiens entreront eux-mêmes dans le conflit, et si oui, quand? Ariella Ringal-Hoffman répercute ce matin dans son édito le cri de détresse par ailleurs des habitants du nord d'Israël qui vivent sous les tirs permanents du Hezbollah. Oui, elle rappelle que depuis la seconde guerre du Liban en 2006, les habitants du nord ont vécu 20 années de promesses grandioses jamais tenues, de programmes au nom bombastique jamais réalisés et de milliards de shekels qu'ils n'ont jamais vus. De telle sorte que l'attitude de l'État envers cette population du nord du pays ne peut être qualifiée autrement que par le mépris, la négligence et l'inefficacité. Et dans le Israel.com, Idan Avni nous propose un reportage intéressant sur les familles des anciens soldats de l'armée du Liban Sud. Oui, il s'agit de cette milice qui avait été fidèle alliée d'Israël au Sud Liban, une milice composée essentiellement de chrétiens libanais qui ont combattu aux côtés de Tzahal et qui en mai 2000 ont dû précipitamment quitter le Liban pour se réfugier en Israël de crainte d'être massacrés par le Hezbollah. Aujourd'hui, ces exilés libanais en Israël affirment: si la confrontation se termine uniquement avec un Hezbollah affaibli, nous n'aurons rien fait. Certains affirment qu'il est important de renforcer le gouvernement libanais afin qu'il dispose des moyens de s'occuper lui-même du mouvement terroriste chiite. Ran Simet, lui, se penche sur l'attitude des gardiens de la révolution depuis le début de la guerre. Oui, il rappelle qu'il y a déjà plusieurs années, les experts du dossier iranien avaient affirmé que les gardiens de la révolution étaient ceux qui détenaient de facto le pouvoir en Iran. L'élimination d'Ali Khamenei au début de la guerre a accentué cette estimation et a donc renforcé le statut des gardiens. Mais Simet estime que les régimes qui sont détenus par des forces armées ont tendance à se diviser très rapidement, surtout en temps de crise, et à être moins efficaces, ce qui laisse une opposition populaire, une option à une opposition populaire et l'opportunité au bout du compte de provoquer un changement de pouvoir politique. Il nous reste moins d'une minute. Daniel, de son côté, Itamar Echner, toujours dans le Yediot, détaille les scénarios de fin de conflit possibles. Oui, et selon lui, le scénario le plus optimiste, c'est celui selon lequel Trump parviendrait à un accord avec les Iraniens qui mettrait fin au programme nucléaire et balistique et contraindrait l'Iran à renoncer à ses proxys. Mais même une seule de ces conditions pourrait déjà être considérée comme une victoire. D'un point de vue israélien, bien le régime des Mollahs est plus affaibli que jamais. Cela offre à l'opposition iranienne une occasion de se soulever et donc peut-être de prendre le pouvoir. Dans un pays où l'on crie mort à Israël depuis plus de 40 ans, ce sont soudain deux mots inattendus qui sont devenus populaires. Bibi June. Bibi, vous l'aurez compris, c'est le surnom du premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Et June, en persan, c'est un mot d'affection qui veut dire cher, mon cher. Autrement dit, Bibi, mon chéri. Et dans la République islamique, c'est un slogan qu'on n'aurait jamais imaginé entendre. Tout a commencé sur Internet. Ces dernières semaines, des vidéos circulent sur Telegram, Instagram ou X. Et dans certaines, on entend des voix crier Bibi June depuis des toits d'immeubles à Téhéran. Crier depuis les toits en Iran, ce n'est pas anodin. Depuis les grandes manifestations contre le régime, c'est une manière de protester la nuit, à distance, pour éviter les arrestations. Dans d'autres images, on voit la photo d'un graffiti apparu pendant la nuit sur un mur. Thank you Bibi. Merci Bibi. La photo a été partagée des milliers de fois avant d'être effacée. Et puis,
il y a les scènes venues de la diaspora iranienne. À Los Angeles, dans le quartier où vit une grande communauté iranienne, une vidéo est devenue virale. On y voit une soirée d'opposants au régime, musique pop persane, drapeau avec le lion et le soleil en fond, et à un moment donné, le DJ coupe la musique et il lance dans le micro « Et qu'est-ce qu'on dit à Bibi ?» Et là, la foule répond « Bibi June !» Mais en réalité, cette histoire n'est pas seulement une plaisanterie sur Internet. Elle raconte quelque chose de profond sur l'Iran d'aujourd'hui. Pour une partie de l'opposition iranienne, le raisonnement est simple. Si Israël affaiblit la République islamique, alors il devient un allié. D'ailleurs, de nombreux exilés iraniens ont déposé des fleurs devant les ambassades d'Israël dans leur pays d'accueil en scandant « Merci Bibi ». C'est un retournement spectaculaire quand on pense que depuis la révolution iranienne, l'hostilité à Israël est l'un des piliers idéologiques du pouvoir. Certains opposants vont même chercher une référence dans l'histoire. Ils rappellent qu'il y a plus de 2500 ans, le roi perse Cyrus le Grand avait permis aux Juifs de retourner à Jérusalem après l'exil babylonien. Dans leur récit symbolique, l'histoire ferait presque une boucle. La Perse, qui avait aidé les Juifs, est aujourd'hui aidée par Israël à se libérer des ayatollahs. Évidemment, il faut rester prudent parce que le phénomène Bibi June est aussi une bataille d'images et de propagande. Beaucoup de ces vidéos sont impossibles à vérifier, certaines pourraient être des montages ou même des deepfakes. Et en Iran, Internet est souvent coupé pendant les crises, donc les vérifications sont difficiles. Dans cette guerre moderne, l'information est aussi devenue un champ de bataille à part entière. Mais même si une partie du phénomène est exagérée, il raconte quand même quelque chose de réel. Depuis plusieurs années, les slogans des manifestations en Iran ont changé. On entend beaucoup moins « mort à Israël » et beaucoup plus « mort au dictateur ». Et c'est là que ce petit mot « June » devient si important. Parce que dans la République islamique, appeler Netanyahou « Bibi chéri », ce n'est pas une plaisanterie, c'est une révolution. Et si la révolution, celle que l'on attend pour renverser le régime des mollahs, commencez non pas avec un slogan de colère, mais avec ce mot d'affection, scandé avec reconnaissance, peut-être aussi même une provocation, Bibi June. Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On s'excuse un peu, on est un peu précipité d'une certaine manière entre deux alertes pour cette interview en direct sur Radio Kalita, mais nous avons sollicité pour avoir votre appréciation. D'abord, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un ancien agent de la DGSE et également que vous êtes aujourd'hui le fondateur du cercle patriotique Hermès. Je voulais avec vous d'abord avoir une appréciation de votre part sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pensez que la démarche entreprise par Donald Trump, si elle est confirmée, si elle se développe, c'est quelque chose de bien, ou finalement ça risque de couper l'herbe sous le pied, en particulier des Israéliens qui veulent voir le régime des mollahs être détruit ou au moins être considérablement affaibli? Alors c'est assez surprenant effectivement ce qui est en train de se passer. Alors il y a peut-être une raison cachée derrière cette façon de procéder par Donald Trump en ce moment. Mais si il y a un égo et qu'il stoppe le conflit aujourd'hui, je pense que tout ce qu'il aura fait depuis des semaines n'aura servi à rien, parce que ça va continuer, ça recommencera dans quelques années. C'est un peu comme la même démarche avec le Hamas. Si on va pas au bout de la démarche pour éliminer définitivement ce mouvement de terroristes, dans quelques années, ça reprendra son cours, le cours normal des choses, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque leur seul objectif, c'est de détruire Israël, comme l'objectif du régime iranien, c'est de détruire Israël. Donc, soit on va au bout de la démarche, et effectivement, ça a un coût humain, financier, politique, tout ce que vous voulez, mais au moins on est logique et cohérent dans ce qu'on fait, soit on ne l'est pas, et on ne va pas au fond des choses, et ça n'aura pas servi à grand chose finalement, quoi.
Alors, en tant qu'ancien agent de la DGSE, je voudrais avoir votre appréciation. Il y a une question que l'on se pose. Beaucoup d'Israéliens s'interrogent justement parce que, effectivement, Israël, vous le savez, l'armée de l'air israélienne, avec les Américains, ont frappé plusieurs milliers de cibles en Iran. Ils ont considérablement affaibli, on va dire, le régime des Mollahs, mais également donc le programme nucléaire, le programme balistique, enfin, tout ce qu'ils pouvaient cibler. Il y a encore des cibles à frapper, mais il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à cerner, c'est l'attitude des opposants iraniens. Et la question que se pose en Israël, on se demande si finalement le Mossad israélien, la CIA, ne sont pas présents sur place pour susciter ce réveil de l'opposition iranienne qui semble craindre, et on la comprend parce qu'elle a vécu ce qui s'est passé en janvier dernier, avec des dizaines de milliers de morts. Est-ce que vous pensez qu'il est logique d'envisager qu'il y ait actuellement des dizaines, des centaines d'agents du Mossad et de la CIA qui se trouvent sur place pour pousser l'opinion publique iranienne à aller frapper et à porter des coups de grâce au régime iranien ? Ça fait partie des missions et des prérogatives de certains services spéciaux, notamment les services actions de la DGSE. On est capable de faire ça. On l'a déjà fait dans certains conflits. Pour toucher aussi précisément toutes les cibles qui ont été touchées depuis le début de ce conflit, et même avant, hein. Je parle des cibles humaines et des cibles matérielles, hein, les deux. Il y a forcément des gens sur le terrain, il y a forcément soit des agents infiltrés sur de la longue durée, soit des agents infiltrés pour de la courte durée avec des missions bien précises de sabotage ou de renseignement, soit il y a des sources qui ont été recrutées depuis de nombreuses années, ou les trois. Après, pour faire tomber un régime, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est après des bombardements intensifs comme il y a en Iran depuis quelques semaines, on envoie des troupes au sol, on va dire de façon conventionnelle, des troupes comme on a pu le faire par le passé. Hein, même si on remonte la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu ce qui s'est passé avec le débarquement en Normandie. Soit on fait tomber un régime avec des opérations spéciales où pour ainsi dire, on fait un coup d'État. Et la troisième possibilité, c'est ce dont vous êtes en train c'est votre question, c'est qu'il y a des agents infiltrés depuis de nombreuses semaines qui ont d'abord recruté, choisi des opposants pour développer une rébellion de façon à ce que de l'intérieur, il y ait des mouvements armés qui soient capables de faire tomber le régime. Je dis bien des mouvements armés. Alors justement, c'est sur ce point que je voudrais, parce que c'est ça le point important. D'où viennent les armes ? Est-ce que il y a, d'abord, c'est aussi notre question que l'on se pose, c'est-à-dire il n'y a pas de brèche pour l'instant, ni dans l'armée iranienne, ni dans les gardiens de la révolution, même si on peut penser effectivement qu'ils sont bien plus endoctrinés que dans l'armée iranienne, ni même par exemple chez les Bassidji, la milice policière, on va dire, de Téhéran. Ça vous surprend qu'il n'y ait pas de défection, qu'il n'y ait pas, on va dire justement, on va dire de petites cellules armées qui pourraient se retrouver. Alors pour l'instant, il n'y a pas de défection parce qu'il n'y a pas eu encore ce mouvement d'intérieur qui a été organisé et structuré pour commencer à faire tomber le régime. Si ça se fait, j'étais en Libye moi pendant la révolution et au début de la révolution, c'était un mouvement de foule, elle n'était pas armée. Donc, elle a eu une opposition de l'armée régulière de Kadhafi, mais dès l'instant où cette opposition a commencé à être armée, qui a eu en face du bilan et des morts, certains ont fait défection, certains ont rejoint la rébellion. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est que c'est pas encore le cas. Il n'y a pas encore une rébellion qui est structurée, armée par des services comme le Mossad ou la CIA. Mais si ça se fait, si c'est en train de se faire, je pense que c'est en train de se faire parce que c'est aussi une solution qui pourrait satisfaire politiquement l'État d'Israël et surtout les USA. Si ça commence à se faire, il y aura forcément de la défection. Alors la grande différence, c'est qu'il y a un endoctrinement, surtout chez les gardiens de la Révolution, qui est puissant et élevé, mais il n'y a pas eu encore, il y a eu des mouvements de foule, et il y a 3 ans déjà,
quand il y a eu ces mouvements de foule à 3 ou 4 ans, quand cette femme a été arrêtée parce qu'elle portait mal son foulard et qui est morte en détention, là j'avais déjà soulevé cette hypothèse qu'il fallait se saisir de cette occasion pour faire tomber le régime à ce moment-là. Et ça s'est pas fait. Là, j'ose espérer que c'est en train de se faire. Il y a 5 ans, quand j'avais ma société de sécurité, ma société militaire privée, quand je vivais en Angleterre, j'avais été contacté par des Iraniens qui me demandaient de la formation au Kurdistan autour de l'Iran. Pour qu'ils puissent après mener des actions. Évidemment, je l'ai pas fait parce que c'était pas mon rôle, mais c'est le rôle de certains services du Mossad ou de la CIA. Et chez nous, on est capable de le faire, effectivement, parce qu'on l'a fait aussi. C'est pas inimaginable de penser que, par exemple, quelque part dans la banlieue de Téhéran, il y a des hangars où se trouvent des armes qui seront mis à la disposition, on va dire, d'une opposition iranienne, ou alors à défaut, on va dire, d'une défection de la part des services de sécurité. Alors, il y a cette possibilité, c'est un peu plus compliqué, déjà, parce qu'il y a la notion de clandestinité, des caches sont possibles, bien évidemment. Mais moi, je pense aussi aux Kurdes, à la frontière iranienne. Oui. Ça aussi, c'est une possibilité. En vérité, c'est que il faut que ça commence à, si vous voulez, il faut que ça commence à se fasse. Et une fois que ça va prendre, une fois que la comparaison n'est pas bonne, mais une fois que la mayonnaise a pris, il va y avoir une adhésion. Aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi ? Enfin, ça n'a pas été possible jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que le peuple n'est pas armé. Moi, quand j'entends sur les plateaux de télévision des Français qui nous disent « Oh, mais il faut laisser le peuple se débrouiller, ils vont arriver à faire tomber le régime tout seul. » Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. En vérité, c'est pas possible parce que ils vivent pas dans un pays, on va dire, normal. Ils sont sous une chape de plomb islamique. Les gardiens de la révolution tiennent le pays de main de fer. Et ce n'est pas possible. Il faut de l'armement, il faut une rébellion structurée avec un entraînement bien particulier qui soit capable après de commettre des actions sur les points stratégiques du gouvernement des Mollahs, quoi. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais je voudrais aussi... On l'a fait nous au Kosovo. Oui, effectivement. Alors, je voudrais avec vous, si vous me permettez, consacrer les dernières minutes de notre petit entretien à une tribune que vous avez publiée. Justement, c'est le cas de le dire, une tribune, puisque c'est sur Tribune Juive. Et vous avez écrit dans cette tribune que les Juifs ne sont plus en sécurité en France et que, d'une certaine manière, vous avez dit que si vous étiez vous-même juif, eh bien, vous quitteriez la France. Parce que cette France n'a plus la volonté de se battre. Vous pouvez nous expliquer ce qui a suscité une telle réaction de votre part, telle attitude ? En fait, cette réaction, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est la première fois que je l'écris comme ça, et ça suscite beaucoup de réactions, et c'est tant mieux. Pas plus tard que hier, je discutais avec quelqu'un qui est juif en France, qui me dit « Mais Pierre, où tu veux que j'aille ? La France, c'est mon pays. » Je lui ai dit évidemment que la France, c'est ton pays, comme c'est la mienne. Mais aujourd'hui, je lui ai dit, tu as des enfants qui auront des enfants. Il faut penser à eux. J'ai vécu à Londres et je connais Londres depuis de nombreuses années parce que je partais en mission régulièrement là-bas quand j'étais au service pour travailler sur des réseaux de terroristes islamistes qui étaient en Europe. Et la situation s'est considérablement dégradée. La situation en France s'est considérablement dégradée également. Et je dis ça parce que depuis le 7 octobre, en France, en Angleterre, en Belgique et en Europe de l'Ouest en général, il y a cet antisémitisme qui s'est totalement relâché, qui est en roue libre. Alors, dans certaines manifestations à Londres, on a entendu « mort aux Juifs ». Vous savez, les paroles... précèdent les actes. Voilà, les paroles précèdent des actes. Et aujourd'hui, je pense qu'on prend pas conscience que la France est dans un début de climat pré-insurrectionnel. Je passe bien mes mots, je sais ce que c'est qu'une guerre insurrectionnelle ou une guerre civile. On n'en est pas encore là. Mais il y a tous les ingrédients qui se mettent en place pour. Les dernières élections municipales confirment ce que je pense depuis des années. Oui. Et
les Français de confession juive en France seront de moins en moins en sécurité. Et le grand problème qu'on a en France, c'est que ils vivent parmi leurs ennemis. Alors que moi, aujourd'hui, je veux partir en Israël parce que au moins notre ennemi est identifié. Et parfois, on peut l'avoir au bout du fusil, on peut se défendre. En France, ce n'est pas le cas. On compte sur l'État pour l'État ne peut pas être partout et à tout moment pour vous défendre. Il y a eu suffisamment de meurtres antisémites en France pour prendre conscience que la situation c'est bien dégradé depuis des années et c'est assez compliqué de vivre ici en France aujourd'hui. Et ça va l'être encore plus. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est les signaux faibles qu'on a. Il faut savoir les interpréter et il faut pas les laisser de côté. Il faut en prendre conscience. Et il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour ça. Une dernière question. Vous savez, les grandes paroles. Oui, les grandes paroles politiques en disant on va lutter contre l'antisémitisme, etc. Mais c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Une dernière question, Pierre. Vous pensez qu'il y a beaucoup de Français qui pensent comme vous, qui se disent de la même manière qu'ils sont inquiets pour l'avenir de la France en général, même sans aller jusqu'à favoriser une démarche d'immigration vers l'État d'Israël, qui sont inquiets pour l'avenir de la France ? Alors, il y a des Français de confession juive qui sont inquiets. Bien sûr. Oui. Depuis que cet article est paru, je reçois de nombreux témoignages en me disant merci de parler comme ça, merci de parler vrai. Je suis parti il y a quelques années et je ne le regrette pas. Et ensuite, il y a des Français qui sont inquiets parce que la situation de la France est très inquiétante. Eh bien, Pierre Martinet, merci beaucoup de nous avoir éclairé d'abord sur ce qui pourrait se passer donc en Iran dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec ce potentiel soulèvement de la part de la population de l'opposition iranienne, et puis donc de nous avoir livré votre analyse de la situation en France qui est pas particulièrement réjouissante. Et merci pour cette prise de position courageuse que vous avez eue de dire tout simplement que si vous étiez juif, eh bien vous quitteriez la France pour Israël. Voilà, une nouvelle alerte, comme vous l'entendez peut-être avec moi en direct. Nouvelle alerte, 4e alerte depuis ce matin sur l'État d'Israël et probablement donc à Jérusalem où nous nous trouvons. On va prendre les informations nécessaires et voir si effectivement on se retrouve dans quelques minutes dans les abris. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Merci à vous, bon courage. En direct, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.